Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les brutes du lycée ont attaqué une nouvelle. Quelques minutes plus tard, elles rampaient à genoux. C'était un lundi matin gris et chargé d'humidité à Briarwood High, un lycée privé UP niché sur les hauteurs feutrées de San Diego. Le ciel semblait suspendu au-dessus des palmiers, lourd de promesses silencieuses et d'attentes invisibles. À cette heure précise, les allées du lycée vibraient déjà d'activité, des SUV allemands et des berlines électriques déposaient leurs passagers impeccablement habillés, des héritiers parfumés de privilèges, chaque détail de leur tenue soigneusement étudié. Les portails de l'école s'ouvraient sur un monde où l'apparence était la première langue parlée, bien avant la gentillesse ou l'intelligence. Les couloirs, propres comme des galeries d'art, étaient peuplés de visages souriants mais rarement sincères. L'argent, ici, ne se montrait pas. Il s'exhalait dans le cuir des sacs, les montres discrètes, les dents parfaitement alignées. Et dans ce théâtre permanent, toute étrangeté était suspecte. C'est dans ce décor lisse qu'apparut Amara Hill, et rien en elle ne semblait vouloir s'y fondre. Elle n'avait pas l'allure des autres, et c'était cela qui attira les regards. Elle avançait seule, le dos droit, sans effort pour se rendre invisible, mais sans la moindre arrogance non plus. Elle portait un sac à dos élimé par le temps, des vêtements simples mais propres, des baskets blanches un peu usées, et surtout, une paire d'yeux sombres, profonds, qui semblaient tout observer sans juger. Ses tresses soigneusement attachées retombaient sur ses épaules comme une couronne tranquille. À sa main, un carnet à spirale déjà corné, qu'elle tenait comme on tient une boussole. Amara venait tout juste d'arriver de l'État de Géorgie, après que sa mère, le major Selina Hill, une femme droite et redoutée dans l'armée, ait été transférée sur la base de Miramar. Amara en était à son 7e établissement scolaire, mais cette fois, quelque chose lui disait que ce lieu serait différent. Plus dur. Plus sournois. Elle le ressentait dans les regards. En pénétrant dans le hall central du lycée, Amara fut frappée par le silence contrôlé de l'endroit. Tout était poli, glacé, aseptisé. Des affiches d'université de Livy League ornaient les murs comme des trophées. Des vitrines exposaient les trophées de débats, de compétitions sportives, et les photos retouchées des anciens élèves devenus médecins ou sénateurs. Et au centre de cet univers figé dans sa propre perfection, une table. Une table autour de laquelle régnait sans partage celle que tout le monde appelait les Golden Girls. Madison Reeve, 17 ans, fille du sénateur Reeve, y trônait comme une reine à la cour. Belle, blanche, blonde, du moins en apparence, sûre d'elle et cruellement lucide. Chaque mot qu'elle prononçait était mesuré pour piquer, chaque sourire cachait une lame. À ses côtés, Brittney Collins, éternelle imitatrice à la voix nasillarde, exhibait un style exagérément californien et une obsession presque maladive pour ses réseaux sociaux. Et enfin, Claire Thompson, plus discrète, plus cérébrale, mais toujours présente quand il s'agissait d'écraser sans laisser de traces. Quand Madison aperçut Amara, un silence s'installa brièvement autour de leur table. Elle la détailla longuement, des chaussures jusqu'aux cheveux. Puis, le venin coula dans un murmure presque doux. Qui a laissé entrer la pauvreté ici? Les rires fusèrent, légers, tranchants comme du verre. Brittney éclata d'un gloussement forcé, Claire esquissa un sourire en coin. Aucun adulte à proximité. Aucun danger immédiat. Juste ce jeu cruel auquel elles excellaient. Amara les avait bien entendues. Mais elle ne tourna même pas la tête. Son silence ne venait pas de la peur. Il venait de plus loin. D'une force ancienne, apprise dans les déménagements, les nuits d'attente sur les bases militaires, les injustices déjà subies. Ce genre de silence que les faibles confondent avec de la soumission. Elle se contenta de traverser la salle. Lentement. Elle s'installa seule, à une table isolée près d'une fenêtre. Sortit son livre, un volume de philosophie stoïcienne, marqué au crayon, usé sur les bords. Elle ouvrit la page à une citation soulignée à l'encre bleue. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais la manière dont tu y réagis. Madison la regarda encore. Quelque chose, dans ce calme, l'agaçait profondément. Elle n'était pas habituée à l'indifférence. Elle régnait par la peur et la validation. Mais cette fille noire au carnet usé, ne cherchait ni à plaire, ni à fuir.
Elle était là. Simplement là. Et cela suffisait à faire vaciller l'équilibre du pouvoir. Madison serra les mâchoires. Elle n'avait pas encore compris que ce jour gris, banal en apparence, était celui où elle venait de perdre son trône. Le harcèlement ne tarda pas. Il commença dès le deuxième jour, comme une morsure lente mais méthodique. À la cafétéria, les premiers gestes furent déguisés sous des rires et des « accidents » soigneusement orchestrés. Alors qu'Amara attendait patiemment son tour pour passer en caisse, Brittany Collins, tout sourire, s'approcha ostensiblement avec son plateau, feignant de trébucher. Dans un geste théâtral, elle fit tomber le plateau d'Amara, renversant une louche entière de soupe bouillante sur sa chemise blanche et son pantalon. Un silence tendu précéda les éclats de rire. La cafétéria entière se retourna. Des téléphones furent discrètement dégainés. Des murmures fusèrent. « Oh mon Dieu, elle pue la soupe. C'est son parfum du ghetto, peut-être. » Amara, le visage ruisselant de liquide chaud, ne hurla pas. Elle ne réagit pas comme il s'y attendait. Elle ferma les yeux une seconde, inspira profondément, puis sortit un mouchoir de sa poche, épongea lentement la tache sur sa chemise, et se dirigea calmement vers la sortie, laissant derrière elle le tintement moqueur des cuillères et les ricanements. Elle se nettoya dans les toilettes, seule, sans jamais pleurer. Elle savait déjà. Ce lycée n'était pas différent des autres. Mais cette fois, ce seraient eux qui se souviendraient. Le troisième jour, l'attaque devint plus explicite. En arrivant au casier qu'on lui avait attribué, Amara remarqua un papier collé en travers de la porte. Un bout de scotch grossier, une feuille blanche, et en lettres majuscules noires. « Retourne dans ton ghetto. » Il n'y avait pas de doute. Le message n'était pas seulement cruel. Il était raciste, assumé, frontal. Et pourtant, rien. Aucun adulte n'intervint. Lorsqu'elle alla signaler l'incident au bureau de la vie scolaire, l'assistante administrative lui répondit d'un ton vague. « On va vérifier les caméras. » Mais bon, les enfants sont parfois durs entre eux. Essayez de ne pas trop le prendre personnellement. Amara hocha la tête. Intérieurement, elle se forgeait une armure. Une de plus. Et pendant ce temps, Madison Reeve, qui avait orchestré l'affaire dans l'ombre, observait tout de loin, le sourire en coin, comme une reine satisfaite de voir ses sujets obéir. Mais c'est le quatrième jour, le jeudi, que tout bascula. Dans le vestiaire des filles, à la fin du cours de biologie, Amara se changeait discrètement pour le cours de PS. Elle avait appris à se fondre dans l'ombre, à occuper le moins d'espace possible. Mais ce jour-là, l'ombre vint à elle. Alors qu'elle boutonnait son pantalon de sport, elle sentit une présence autour d'elle. Trop de silence. Trop d'agitation feinte. Elle se retourna lentement. Madison, Brittany, Claire, et une quatrième, Ellie, une fille plus jeune qu'elle n'avait jamais entendu parler, se tenaient là. Un cercle. Un piège. Madison tenait son téléphone en l'air, déjà en train d'enregistrer. Souris pour la caméra, Ghetto Girl, lança-t-elle d'un ton mielleux. Amara ne répondit pas. Brittany fit un pas en avant, saisit le sac d'Amara d'un geste brutal, et le jeta dans une poubelle métallique remplie de serviettes trempées, de papiers hygiéniques usagés, et de vieilles bouteilles de lotion renversées. « C'est là ta place, non ? Avec les ordures. » Elle éclata de rire. Claire, elle, filmait aussi. Elles étaient sûres de leur impunité. Habituées à la terreur tranquille qu'elles faisaient régner dans l'établissement. Mais ce qu'elles ne comprirent pas, c'est que ce jour-là, elles avaient franchi la ligne invisible. Amara regarda la poubelle. Son sac y reposait, souillé, abîmé. Elle inspira lentement. Une seconde. 2. Puis elle s'agenouilla calmement, et sans un mot, plongea ses mains dans la saleté. Elle récupéra chaque objet avec soin, son carnet, taché, son stylo favori, un bracelet de son père, une photo de sa mère. La scène était glaçante. Pas un cri. Pas une insulte. Juste cette fille noire, au centre du cercle, qui se relevait en silence, tenant ses affaires sales comme des reliques sacrées. Madison, étonnée, arrêta de filmer. Elle s'attendait à des larmes, des cris, une plainte. Elle ne savait pas encore que le calme d'Amara était une tempête différée.
Et que chaque chose avait son heure. Alors que Madison Reeves s'apprêtait à publier la vidéo de l'humiliation d'Amara sur Snapchat, son pouce suspendu au-dessus de l'icône envoyée, la porte du vestiaire s'ouvrit brusquement dans un claquement sec. Un souffle d'air frais s'engouffra dans la pièce moite. Les rires s'étranglèrent dans les gorges. Les téléphones se baissèrent. Et même les battements de cœur semblèrent s'arrêter. Une femme noire, élancée, en uniforme militaire parfaitement repassé, entra avec la gravité d'un coup de tonnerre. Démarche assurée, regard d'acier, mâchoire serrée, elle portait sur ses épaules une autorité que rien ne pouvait contester. Son badge brillait sur sa poitrine. US Army Major Selina Hill. Elle se posta face au groupe de filles encore figées, comme pétrifiées par sa présence. Madison, d'abord surprise, éclata d'un rire nerveux, croyant à une farce. Ouais, ok. Et moi je suis Beyoncé. Mais son sourire se figea aussitôt. Derrière Selina, entra la principale du lycée, le visage pâle de colère contenue, flanquée de 2 policières en uniforme. L'une d'elles tenait un téléphone, l'écran diffusait silencieusement une vidéo. On y voyait Madison, Britney, Claire et Hailey, encerclant Amara, riant, filmant, insultant, jetant ses affaires dans la poubelle comme des carognardes autour d'une proie. Une seconde vidéo, filmée discrètement par un élève anonyme, montrait le regard d'Amara. Ce calme. Cette dignité. Ce silence. Le sang de Madison se vida de son visage. Son portable tomba de ses mains dans un bruit sec. Britney, blême, recula d'un pas. Claire détourna les yeux. Elle tenta vainement de ranger son téléphone. La principale, glaciale, prit la parole. Ce que vous venez de faire constitue un acte de harcèlement aggravé, avec humiliation publique et incitation à la haine raciale. Vos parents ont été appelés. Des dépôts de plainte sont en cours. Et la justice pour mineurs est déjà informée. Personne n'osait parler. Le silence était épais comme du béton. Le major il fit un pas en avant. Chaque mouvement, mesuré, dégageait une puissance silencieuse. Son regard balaya les 4 filles qui, quelques minutes plus tôt, riaient encore. Je n'élève pas ma fille pour qu'elle se batte dans la boue avec ceux qui veulent la salir. Mais je ne l'élève pas non plus pour qu'elle baisse les yeux quand on piétine sa dignité. Elle marqua une pause. Vous avez une dernière chance. Pas pour effacer ce que vous avez fait, mais pour vous regarder en face, et faire ce qui est juste. Alors maintenant, à genoux. Un frisson parcourut la pièce. Vous rêvez, siffla Britney, plus par réflexe que par conviction. Mais les 2 policières s'avancèrent. Lentement. Sans un mot. Leurs mains reposaient calmement sur leur ceinturon. Un silence froid tomba. Le genre de silence qu'on entend dans les couloirs des tribunaux, ou juste avant qu'une sentence soit prononcée. Les filles comprirent. Pas tout de suite. Mais assez pour sentir que le monde qu'elles contrôlaient venait de basculer. Une à une, les résistances s'effondrèrent. Madison, les yeux humides mais le menton tremblant, tomba à genoux. Puis Britney. Claire. Hailey. Toutes, en ligne, à genoux sur le sol froid du vestiaire, les mains jointes, la tête baissée, leur voix à peine audible. Pardon, je suis désolée. Mais ce n'était pas vraiment à Amara qu'elle parlait. Elle demandait pardon à l'image d'elle-même qu'elle venait de voir en face. Et c'était insoutenable. Amara, debout à l'arrière, regardait la scène. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas non plus. Elle était droite, immobile, comme une montagne restée debout malgré la tempête. Elle n'avait rien exigé. Elle n'avait rien crié. Et pourtant, la justice s'était inclinée à ses pieds. Un professeur, témoin de toute la scène, avait filmé, sans un mot. Cette vidéo, celle-là, fit le tour du web dès le soir même. 4 reines du lycée à genoux, devant une fille qu'elles ont voulu détruire. Et qui, sans dire un mot, leur a appris la dignité. Le lendemain matin, Briarwood n'était plus tout à fait le même. Le soleil brillait, mais quelque chose flottait dans l'air, une tension nouvelle, comme si les fondations invisibles de la hiérarchie sociale du lycée avaient été secouées dans leur structure même.
Dans les couloirs où régnaient hier encore les rires superficiels et les codes silencieux de domination, les regards étaient lourds, incertains. Ceux qui marchaient d'ordinaire la tête haute baissaient désormais les yeux, redoutant d'être pris à témoin ou associés à ce qui avait eu lieu. Madison Reeve, autrefois la fille la plus influente de l'établissement, ne franchit pas les grilles ce jour-là. Ni Britney. Ni Claire. Ni Ellie. Les rumeurs disaient qu'elles avaient été suspendues temporairement, en attendant la décision finale de la direction scolaire et des autorités judiciaires. Une enquête officielle avait été ouverte, alimentée par les vidéos devenues virales et les témoignages d'élèves jusqu'alors silencieux, désormais prêts à parler. Certains révélèrent que ce n'était pas la première fois que le groupe de Madison s'en prenait à des élèves plus faibles. Mais cette fois, quelqu'un s'était levé. Pas avec des cris. Pas avec de la violence. Mais avec une dignité qui avait brisé l'impunité. Et cette personne, c'était Amara Hill. Elle entra dans l'établissement comme tous les autres jours, son sac toujours usé, ses tresses toujours tirées, son carnet à la main. Mais cette fois, ce ne furent pas les moqueries qu'elle reçut. Ce furent les regards pleins d'admiration. Des élèves qu'elle ne connaissait pas vinrent timidement lui parler entre deux cours. Une jeune fille en surpoids lui dit à voix basse. « Merci. Tu ne sais pas combien de fois elles m'ont traité de monstre, mais moi, je n'ai jamais su quoi faire. » Un garçon au regard fuyant, visiblement gai, souffla. « Tu m'as donné du courage. Je croyais être seule ici. » Amara ne répondait pas toujours. Mais elle écoutait. Elle écoutait avec attention. Et ce simple fait donnait à ces jeunes une forme de reconnaissance qu'ils n'avaient jamais connue. Puis, le midi, lors du déjeuner, elle fut approchée par deux membres du club des leaders étudiants, qui réunissaient les élèves les plus influents, orateurs, responsables de projets, souvent sélectionnés selon des critères plus sociaux qu'intellectuels. Ils lui tendirent une invitation écrite. « On voudrait que tu participes à notre prochaine assemblée. Tu as ta place parmi ceux qui inspirent. » Amara lut la carte en silence, la reposa sur la table, et répondit d'un ton posé. « Je ne suis pas ici pour devenir populaire. Mais si je peux empêcher que d'autres vivent ce que j'ai vécu, alors je suis prête. » Cette phrase, simple, sincère, devint en quelques heures le message le plus partagé sur les réseaux du lycée. Elle fut imprimée sur des affiches, inscrite sur des tableaux, et certains élèves en firent même des bracelets. Car ce que personne n'avait vu venir, c'est que le silence d'Amara était devenu une voix. Une voix qu'on n'entendait pas pour ce qu'elle criait, mais pour ce qu'elle éveillait. Une voix qui disait que la dignité n'a pas besoin d'élever le ton pour être invincible. Dans les jours qui suivirent, des élèves commencèrent à témoigner contre d'autres abus, micro-agressions, moqueries, exclusions. La direction annonça la mise en place d'un comité d'élèves pour l'inclusion et le respect mutuel. Et sans jamais l'avoir voulu, sans jamais l'avoir demandé, Amara Hill devint un symbole. Pas une star. Pas une héroïne de cinéma. Un phare. Un rappel vivant que même dans un lieu dirigé par l'apparence, la vérité finit toujours par percer. Et désormais, dans chaque couloir de Briarwood High, une chose était claire. Gravée dans l'esprit de tous comme une leçon indélébile. On ne se moque pas de la dignité d'une âme calme. Car c'est elle qui finit par enseigner le silence aux oppresseurs.